Je vous présente Besoin? mon guest. Eh oui, on le voit beaucoup, c'est ton Ouais, acolyte. je sais pas si on le voit bien, mais voilà, il prend position, il veut pas trop se montrer, Ouais, mais voilà, il est là. ok. Est-ce que tu peux nous présenter ou pas? Ouais, c'est Joey, et Joey, il est un peu timide, donc voilà. Mais par contre, il réagit hyper bien, un peu comme les humains d'ailleurs. Il réagit à la carotte. Donc l'idée, c'est effectivement de lui proposer un cadeau à la fin du live pour qu'en fait, il ait envie de rester. Et donc j'ai une carotte dans la main, ce qui fait que, en effet, il va pouvoir rester à côté de moi. Et donc si toi, tu es en live aussi, eh ben, peut-être qu'on aura une carotte pour toi à la fin du live. Restez jusqu'au bout. Voilà. C'est clair, c'est clair. Ok, top. Ok, cool, bah on est trop content de t'avoir avec nous. Les gens vont arriver au fur et à mesure, donc on va Ouais. démarrer directement. Ouais. C'est toujours comme ça. Donc, alors, est-ce que tu peux te présenter? Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta vision aussi du personal branding, tout ce que tu Alors, fais parce surtout, qu'on qu'est-ce que a... tu fais? Parce que tu as un profil qui est hyper éclectique, tu fais plein de choses, on a l'impression que voilà, tu aimes croquer la vie. Donc si tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et voilà, ça serait chouette. Alors, en fait, je vais peut-être rebondir sur ce que tu me dis. Effectivement, l'idée de croquer la vie, je pense que aux alentours, enfin, l'année de mes 30 ans, j'ai un événement assez fort qui arrive et qui fait que je me pose vraiment la question de savoir qu'est-ce que je fais ici et comment je peux rendre meilleur. En fait, je perds mon meilleur ami, mon ami de 30 ans, l'année de nos 30 ans. Et c'était vraiment un ami de 30 ans. On se connaissait depuis qu'on était nés. Et ça a été pour moi un virage assez important, sans vouloir plomber l'ambiance, mais ça fait un petit moment déjà, puisque j'ai quelques cheveux blancs. Euh, et c'est effectivement un moment clé, un élément déclencheur, je dirais, allez, je me lance et je lance ma structure. J'ai lancé effectivement Citron Bien et on a fêté il y a quelques jours les 13 ans. Avant, je travaillais pour d'autres personnes dans différents secteurs. J'ai travaillé dans le milieu de l'événementiel, dans l'industrie du disque et dans le cinéma d'animation. Et effectivement, ce moment de vouloir lancer ma structure fait que je décide de lancer ma structure. Et effectivement, avec des connexions, sachant que j'ai une formation en droit, j'ai un master en droit des affaires. Donc j'ai aussi une palette large de Ouais. choses qui sont dans mon sac à dos. Et finalement, lorsque je lance Citron Bien, l'idée, elle est finalement assez simple au départ, c'est de produire des films, de faire en sorte que on puisse chose avec le cinéma. Et la question finalement bascule petit à petit, puisque ce que je fais avec le cinéma, en fait, des clients viennent nous voir en nous disant on veut faire la même chose, mais pour notre marque et pour notre entreprise. Donc en fait, on a deux pendants à l'époque de cette activité, une activité plutôt agence et une activité de production de films, films de commande et de films pour la télé et le cinéma. Et puis au fur et à Ok. mesure, là aussi, un autre événement, j'ai failli perdre ma boîte, là, cette fois, quelques années après son lancement. Et là, ça a été une vraie question de me dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Et en fait, ce qui me plaisait, c'était non pas manager plein d'équipes, puisqu'on était presque 10, mais plutôt de travailler en direct avec des entrepreneurs. Et c'est là, finalement, où j'ai décidé, enfin, où j'ai basculé, on a basculé l'activité cinéma de freelance. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je suis un indépendant, je suis seul et j'ai activité de coaching. Et puis, ça a été, j'ai aussi donné des cours. Et puis, j'ai eu envie de poser tout Ouais. ça dans un livre. Et donc, j'ai écrit Remarquable, qu'on peut voir là-bas derrière. Et puis, vous avez un prix que j'ai gagné avec ce livre, le prix de l'Académie des sciences commerciales, parce qu'il y a très peu de choses qui récompensent les livres business. Et en fait, bon, je m'y attendais absolument pas, parce que pour moi, c'était plutôt d'écrire un livre pratique pour les entrepreneurs. Et puis là, il y a une forme de reconnaissance des pairs, donc ça, c'est cool. Voilà. Ah, c'est chouette. Donc voilà un petit Ça, peu c'est génial. le panel large de mes activités. Et aujourd'hui, ce que vous pouvez voir ici, c'est l'affiche du dernier film qui est sorti au cinéma, puisque je continue l'activité de production et maintenant de distribution de films en salle. Donc on a un film jeune public qui s'appelle Roquette et les mal-aimés. Et puis je continue de travailler sur du coaching et je me focalise vraiment sur ces deux activités qui sont d'accompagner les marques à rendre le monde meilleur, d'une part, et puis ensuite de faire en sorte de changer la vision de la biodiversité pour les plus jeunes, parce qu'ils ont cette capacité à pouvoir bouger les lignes chez les adultes et de faire en sorte qu'on vive de manière un peu plus
cohérentes les uns avec les autres. Voilà. Ok. C'est fou. Ouais, en plus, enfin, du coup, ça n'a rien à voir parce que tu es passé d'un métier où c'est très dans le rationnel, dans quelque chose de précis, de très méticuleux, à quelque chose d'hyper créatif où bah, tu pars de zéro et tu laisses ton esprit divaguer. Mais comment on passe d'avocat, enfin, je sais pas si tu étais avocat, mais en tout cas d'une formation de droit à entrepreneur, enfin, Dans le cinéma. qu'est-ce qui se passe? Alors, Qu'est-ce qui se passe à ce le moment-là? truc, c'est que déjà, en fait, ce qui se passe, c'est que je tombe amoureux et en fait, je rencontre ma femme dans une agence de communication. Moi, je suis au volet juridique, elle est dans le volet créa. Et en fait, D'accord. notre premier date, notre premier rendez-vous se fait au cinéma autour d'un film de Jacques Tati, sachant que moi, mon cinéma, c'était plutôt un cinéma actuel et pas un cinéma ancien. Enfin, je suis pas aussi vieux que Jacques Tati. Et en fait, je découvre une autre manière de voir et de faire du cinéma. Et je découvre surtout un pendant créatif qui, jusqu'à récemment, finalement, je me dis, c'est pas pour moi. C'est-à-dire que plutôt, effectivement, comme tu dis, rationnel, 1 plus 1 égale 2, je sais faire des chiffres, je peux faire une synthèse, je peux défendre un projet, je peux monter une société, monter des statuts, enfin en tout cas à l'époque. J'étais pas avocat, j'étais juriste, j'avais choisi de travailler déjà dans les entreprises. Et puis en fait, les choses se sont faites finalement au gré des rencontres, au gré des projets. Et puis après, je pense que ce qui a vraiment guidé, ce qui m'a guidé, c'est plutôt d'écouter ce que j'avais envie Ouais. et justement de ne pas écouter ce qu'on pouvait me dire, parce qu'il n'y avait pas d'entrepreneur dans mon entourage. Bah ouais. Si j'avais écouté mon entourage, je ne serais pas entrepreneur aujourd'hui, parce que tout le monde me sommait de rester Bah oui. juriste. Et voilà. Donc derrière, je pense que c'est aussi une des clés que je partage dans mon livre et finalement dans l'idée de devenir remarquable, dans l'idée de développer sa marque, c'est surtout d'écouter qui on est, quoi. Ok. Vas-y. Je sais Euh, quelle question je vais poser, mais non, non, mais c'est parce que donc tu avais dit que ta femme du coup était en agence aussi. Et est-ce que en fait maintenant que ton format où tu accompagnes des marques à voilà s'établir et à devenir une marque qui est quand même sexy, est-ce que du coup tu travailles avec ta femme sur ce point-là où vous êtes Ouais. à deux en fait en binôme? En fait, Ok, d'accord. alors le truc, c'est que j'ai monté Citron Bien, on bossait chacun de notre côté, elle travaillait sur des productions de films, elle développait des choses. Moi, en parallèle, on avait monté un collectif et on a monté ce qu'on appelle aujourd'hui un espace de coworking. À l'époque, on avait juste un bureau qui nous permettait de pas travailler à la maison. Ici à Valence, c'était en 2006, quand elle sort de l'école. Et puis, en fait, on bosse ensemble, évidemment. Et puis, on développe les activités, elle plutôt sur la partie créa, la partie film. En fait, il y avait d'autres créas avec qui on bossait. Et puis, c'est vrai que depuis peu, on bosse ensemble sur l'activité cinéma. Sur l'activité coaching, je suis seul. Mais sur l'activité cinéma, c'est elle qui réalise les films. C'est elle qui a réalisé Roquette et les Mal-Aimés, qui est sorti au cinéma en février. Et effectivement, on a ces deux structures indépendantes, Citron Bien, enfin en tout cas Pierre Dron et Citron Fait. Sur Citron Bien Cinéma, on travaille à deux. Et c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses ensemble, ce qui est à la fois simple et aussi complexe. Peut-être une question que vous posez ou pas, mais c'est vrai que c'est simple parce que effectivement on se comprend, on est sur la même longueur d'onde, on sait exactement où on va, mais en même temps c'est complexe parce qu'il n'y a pas de coupure, il n'y a pas d'arrêt. Voilà. C'est que effectivement H24 au réveil, et donc c'est d'arriver à trouver le bon équilibre qui permet à chacun de vivre ses aventures, enfin entrepreneuriales, créatives, qui nous nourrit. Et en même temps de garder cet équilibre qui nous permet à chacun de savoir qui fait quoi, etc. Après, là, les choses sont assez simples, puisque sur la partie créative, moi, je touche pas au scénario, je touche pas au dessin, je touche pas à la réalisation, je donne des avis de producteurs, mais voilà. Donc, c'est assez simple, finalement, sur cette activité. c'est marrant parce que nous, c'est à peu près pareil. Moi, je suis plutôt la partie rationnelle et Marie, c'est vraiment la partie créative. Ouais. Et c'est vrai que du coup, je suis complètement d'accord avec toi. Bah, quand toi, tu es vraiment rationnel, bah, t'as pas forcément ton mot à dire sur la créativité à ce moment-là. Enfin, tu peux donner ton avis à la fin, mais ça se chevauche pas en fait, ça n'a rien à voir. Donc, c'est complémentaire. Donc, c'est vrai que, enfin, en tout cas, pour l'instant, on n'a pas eu ce problème-là. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu as parlé de coaching. Je voulais savoir si tu fais des coachings, du coup, sur quoi exactement? Sur quoi tu coaches les Alors, entrepreneurs? en fait, le coaching, c'est aussi
une forme d'approche qui vient de l'agence, c'est-à-dire qu'en tant qu'agence, on crée des identités, on crée des logos, on crée des sites internet, on faisait des films. Et en fait, ce qui moi m'intéressait, c'était vraiment d'avoir un film, c'est cool, mais c'est un peu comme si tu avais une étagère avec des DVD et que tu posais ton DVD sur YouTube. C'est cool, tu as un film qui fait la promotion de ton entreprise, mais derrière, il n'y avait pas une vraie réflexion de la part de mes clients de façon générale sur la manière stratégique de savoir comment on pouvait développer son business, comment on pouvait toucher plus de clients, comment on pouvait, etc., etc. Et en fait, pour moi, la réflexion, elle s'est faite de cette manière. C'est que pour moi, c'est vraiment la marque qui m'a permis d'avoir une vision globale. Et c'est pour ça que j'ai développé cette idée de la marque. Plutôt que d'avoir une approche en com, en marketing ou grosse, enfin, avec des termes qui viennent toujours un peu nous donner du grain à moudre et des nœuds au cerveau à ceux qui sont pas dedans, avec finalement la question simple de se dire qui tu es, quelle est ta boîte et qu'est-ce que tu as envie de donner, qu'est-ce que tu as envie d'offrir, quelle marque tu as envie d'imprimer sur le monde. Et en fait, c'est ça la question. Parce qu'on n'a pas tous envie de devenir Bezos, on n'a pas tous envie d'avoir un emploi du temps full comme Elon Musk ou de dormir 4 heures, mais c'est d'arriver à trouver cet équilibre. Et pour moi, la marque, contrairement à peut-être certaines définitions, c'est un ensemble qui va venir, c'est des pieds, un peu comme les pieds d'un tabouret, dans lesquels on va pouvoir venir appuyer, s'asseoir, puisque le tabouret c'est pas mal pour s'asseoir, j'en ai un là, mais je reste debout. Et en fait, un des pieds, c'est effectivement ton identité, c'est qui tu es. Donc l'identité, on a plutôt tendance à dire un logo, un nom, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi des valeurs, c'est aussi ce que tu fais, c'est aussi qui tu es. Et ensuite, on a d'autres pieds à ce tabouret, qui est effectivement la stratégie. C'est aussi quelles sont comment dire, tes valeurs qui permettent de savoir où tu veux aller et quelle marque tu as envie d'imprimer sur le monde. Et puis, il y a évidemment ce que j'appelle moi la tribu, reste les gens avec qui tu as envie de travailler pour pouvoir échanger, évidemment, parce que derrière ton entreprise, elle doit être rentable. Le sous-titre de mon livre, c'est réussir en créant une marque unique, durable et rentable. Parce que si on n'est pas rentable, bah, la marque, elle disparaît. Donc, c'est aussi de trouver un écosystème, un espace dans lequel je peux échanger, discuter et vendre, évidemment, avec ma tribu. Et je parle plutôt de tribu plutôt que de communauté. Voilà. Je sais pas si je réponds à ta question sur le coaching. C'est exactement ma question. C'était exactement ma question. Et le coaching, finalement, c'est de savoir comment je peux t'aider. Parce que là aussi, sur le mot coaching, on peut mettre tout et n'importe quoi. Et il n'y a pas très longtemps, c'est pas depuis très longtemps que j'adopte ce terme de coaching. Je trouvais ça un peu, tu vois, un peu chiant. C'est souvent des mecs qui se la racontent, qui sont un peu vieux et grisonnants. Bon, bah maintenant, c'est mon cas. Et qui se la racontent. Et en fait, moi, l'approche coaching qui m'intéresse, c'est plutôt l'approche sportive. C'est-à-dire que moi, je suis au bord du terrain, je t'aide à grandir, je t'entraîne toute la semaine et jour du match, tu es à fond et je vais t'encourager. Et c'est ça, cette approche dans laquelle je vais te donner des éléments pour avoir confiance en toi, parce que finalement, le business, c'est surtout une affaire de confiance, quoi. Voilà. Joey, tu viens? Et t'as fait quoi comme sport pour parler de ça, enfin, parce que ce côté mindset en mode comme le sport, nous c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup avec nos clients, on n'arrête pas de lui dire en fait on est ton coach et t'es notre athlète et on veut t'emmener au JO, donc il va falloir que tu te donnes quoi. Ouais. Donc, après toi tu as fait de la natation à niveau national, mais, mais du coup en fait c'est marrant, je pense que tu as un passif de sportif aussi pour dire ça. Ouais, en fait l'approche finalement, c'est moi je l'ai vécu en réel, c'est-à-dire que avec mes clients, il y a évidemment des cas où, enfin, je te donne un cas précis. J'ai une cliente qui est au téléphone qui me dit je comprends pas. Il y a 2 ans ça a cartonné et puis depuis 2 ans je suis en chute libre et je lui dis bah on va reproduire ce qui s'est passé il y a 2 ans. Qu'est-ce qui s'est produit il y a 2 ans? Et là elle m'explique qu'elle a perdu son père et là et elle est en pleurs. Donc en gros tu as 2 options. Soit tu dis bah c'est pas mon problème. Salut, tu raccroches. Soit en fait tu as un peu d'empathie. Tu comprends un petit peu ce qui se passe et là tu permets d'accompagner, même si je suis pas psychologue, mais au moins ça te permet de comprendre. Et derrière, la notion qui est à mon avis indispensable, et je lis aussi beaucoup de développement personnel parce que j'ai failli fermer ma boîte et donc je me suis questionné aussi en évitant la faillite de ma société, c'est aussi de se dire qu'est-ce que je fais bien,
qu'est-ce qui ne va pas. Et en fait, j'avais l'impression d'être une sorte de fonctionnaire de ma société, c'est-à-dire que je faisais vélo, boulot, dodo, et je me questionnais pas trop sur la manière de faire. Et donc, au moment où je remets un peu tout à plat, et ben en fait, je travaille aussi une sorte de soin intérieur, se remettre au sport, faire en sorte de manger sainement, faire en sorte de trouver un temps équilibré, parce que du coup, et quand tu travailles beaucoup, en fait, ton cerveau, il est omnubilé par des quick wins, répondre à tes mails, et en fait, tu perds un temps fou parce que c'est pas ça qui a Ouais. beaucoup d'impact sur le reste de ton activité. Donc finalement, en gros, c'est arrivé un peu naturellement, à savoir que j'amène à mes clients ce que moi j'ai pu traverser. Et je pense que c'est aussi une approche qui, moi, m'intéresse. C'est-à-dire que je suis avant tout entrepreneur avant d'être un coach, quoi. Et cette logique entrepreneuriale, je la partage dans des échanges, dans des discussions. J'amène aussi une expérience, j'amène aussi des outils qui permettent ensuite à l'entrepreneur ou à l'entrepreneureux artiste freelance d'être assez autonome dans son quotidien et de faire en sorte qu'elle puisse grimper les marches toute seule, parce que c'est aussi ça qui est intéressant. C'est que l'entrepreneuriat, c'est une vision unique qu'on a tous, mais parfois, on n'est pas des surhumains et on peut pas tout, on peut pas maîtriser la communication, le marketing, la compta, l'ARH, on peut pas, c'est impossible. Et donc, on a besoin à certains moments de certitude. Et en fait, on a des personnes qui vont nous permettre d'amener ces certitudes. Ils vont nous permettre d'appuyer au bon endroit et de se dire, ah oui, j'avais pas vu ça sous cet angle, et ça me permet d'avancer, de grandir. Voilà. Ok. Bien sûr. Et donc aujourd'hui, vous êtes combien chez Citron Bien? Mais il est seul. Alors moi, je l'ai dit, hein, je suis tout seul, Ok. et je cherche pas Et t'as à pas de grandir. prestataire, En enfin t'as quand même des prestataires. En fait, sur mon activité de coaching, je suis tout seul. Après, sur l'activité Oui. cinéma, c'est différent, puisque derrière, en fait, l'activité cinéma, c'est drôle parce que quand tu montes un film, c'est un peu comme si tu montais une entreprise. Donc, tu vas monter un projet, des valeurs, tu vas écrire un scénario, tu vas monter une stratégie et tu vas monter une équipe qui va te permettre à ton film d'exister et de trouver son pic. Donc, c'est exactement la même chose, sauf que c'est sur des temps réduits et c'est sur des temps dans lesquels tu passes à autre chose. La seule différence finalement entre un film et une entreprise, c'est que le film, tu vas à un moment le fermer, tu vas le boucler, tu vas dire ok, ça c'est terminé, maintenant ça m'appartient plus, et je ferme et je relance un autre projet, et donc une sorte de mini société, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai que oui, bah oui, c'est éphémère, c'est marrant. Ok. Et du coup, au niveau des marques, en fait, pour toi, c'est quoi donc, tu nous as expliqué tes piliers, tes 4 piliers d'une bonne marque. Est-ce que tu as des exemples d'une marque qui a grave cartonné et d'une marque, en fait, justement, qui s'est plantée parce que les 4 piliers n'étaient pas respectés, et comment est-ce que tu lui aurais préconisé de changer Ouais. ce qu'elle avait fait, en fait? Alors après, ce qui est difficile, c'est que c'est pas parce que une marque se plante. Tu vois, je pense à un client, et j'ai eu une cliente la semaine dernière qui est en train de fermer sa boîte, que j'avais croisant. Et c'est pas parce que tu fermes que tu as foiré ta marque, en fait, parce que la marque, elle marchait très bien, mais à un moment, tu peux aussi ne plus être aligné avec ce que la marque est devenue, ou en tout cas le marché sur lequel tu es positionné. Donc c'est pas forcément uniquement la marque responsable d'un foirage, où on peut penser par exemple à Kodak qui a fermé sa boîte. J'en parle, enfin en tout cas qui n'a pas fermé sa boîte, mais qui aujourd'hui est quand même sur une activité assez limitée, alors qu'ils avaient vraiment la possibilité de faire de l'appareil photo numérique. Ils ont refusé parce qu'ils voulaient rester sur leur niche de vendre de la pellicule, de vendre des appareils photo. Donc ça, c'est typiquement une forte, mais qui n'a pas su prendre un virage qui lui aurait permis de devenir un leader, quoi. Exactement. Et après, des marques, en fait, il y en a des flopées. Moi, celle que j'aime bien, en fait, c'est le slip français. Qui est d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que quand on voit le slip français qui se lance avec une grosse agence de pub parisienne, en fait, Guillaume Gibault, le PDG, est pas tout à fait mis en avant au début. Et en fait, on sent que c'est compliqué, sachant que je crois que la boîte a plus de 10 ans, donc on l'a vu arriver. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais vu arriver avec une sorte de pub, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il y avait une ménagère de moins de 50 ans qui prenait un slip, des œufs, qui disait « Regardez, notre slip, il est hyper solide », et elle pétait les œufs avec un marteau.
Donc c'est complètement loufoque. Décalé. Et en fait, Ouais. et finalement, c'est comme ça que je découvre cette marque, mais surtout je l'ai vu évoluer. Et l'évolution qui aujourd'hui, moi, je trouve intéressante, c'est que lui, il prend de la place. Et en fait, c'est lui qui donne le tempo à la marque. Mais en même temps, elle existe aussi. Elle bouge. Réindustrialiser la France, devenir une entreprise à mission. Ça aussi, c'est des valeurs qui s'ancrent chez le PDG, mais qui va lui infuser sur son équipe. Et qui va aussi réagir face à certaines tempêtes. On pense à cette tempête où il y avait, je crois, ces 3 salariés en dehors du temps du travail, mais qui s'étaient filmés, un peu grimés, et qui se moquaient avec des propos plus ou moins racistes, où là, en fait, il y a une avalanche de merde qui tombe sur la marque alors qu'elle n'a rien demandé. C'est juste des salariés dans leur temps privé. Donc, c'est aussi comment je réagis et comment je traverse ces tempêtes. Là, typiquement, c'est pareil, il y avait une annonce début avril sur le fait que voilà, ils avaient annoncé quelque chose d'important et on sentait que c'était difficile d'entreprendre en France. Et en fait, ils annoncent non pas qu'ils vont se péter la gueule ou que, etc. Ils ont juste divisé les prix par 2 sur certains produits avec une nouvelle façon de travailler. Je trouve que c'est vraiment une marque qui évolue avec son public, qui évolue avec son temps et son industrie, son marché. Et je dis souvent en fait que on agit sur les 3 M. Les 3 M, un peu comme des cercles concentriques. Au centre, tu as le premier M qui est moi, ma marque. Donc finalement, ce que Guillaume Gibaud peut insuffler et donner de lui dans son entreprise. Ensuite, tu as le deuxième cercle qui est le marché. Et donc derrière, c'est le marché du textile, c'est le marché de la mode. Le marché de la mode qui produit essentiellement au mieux au Portugal, au pire au Bangladesh ou je ne sais où. Et donc lui dit je réindustrialise en France. Et ensuite il y a le monde dans lequel on évolue, le troisième M. Et là c'est comment la mode peut évoluer ou comment moi j'ai envie de faire évoluer mon entreprise pour qu'elle soit raccord avec ce qui se passe. Donc consommer plus intelligemment, être plus local, faire en sorte de trouver du boulot pour nous ici parce que derrière ça a du sens, etc., etc. Et donc on voit effectivement une traversée dans ces 3 M, dans ces 3 cercles, entre les valeurs comment dire, de réarmer intelligemment l'industrie textile avec Panache, je crois, c'est ça leur nouvelle signature d'entreprise à mission. Ouais. Et en fait, Panache. c'est vraiment c'est vraiment ça ce qui pour moi est hyper intéressant dans une marque aujourd'hui ouais, enfin, après il y en a plein. Et en fait, on a plutôt tendance aussi à citer des marques qui cartonnent au niveau national, un peu moins peut-être à montrer aussi des marques qui s'en sortent très bien localement ou sur leur niche, dans leur marché, etc., quoi. Chez des créateurs ou chez des artistes, des artisans. Voilà. Ok, moi ça me donne envie de te poser une question. Du coup, comment tu vois l'industrie du cinéma évoluer dans son temps? Parce que évidemment, avec l'intelligence artificielle, voilà, on sait qu'il y a un virage à prendre sur le cinéma, il y a un pari à prendre ou pas, Ouais. en tout cas. Enfin, je sais que sur les dessins animés, en tout cas, ça a déjà commencé à prendre avec l'intelligence artificielle. Après, ça fait longtemps qu'il y a des images de synthèse, mais Oui, et même là, sur les voix off, etc. Comment tu penses que du coup, l'intelligence artificielle va impacter ton business, du coup, En fait, de la même façon on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on vient de sortir un film, on pénètre un marché qui est difficile d'accès, sur lequel en fait il y a peu de personnes qui font de la distribution de films, puisque produire, il y a du monde, et finalement on produit pour la télé, on produit pour le web, on produit pour le cinéma. Et nous, on a pris une niche qui est effectivement de parler de biodiversité aux enfants de façon créative aux salles de cinéma. Et là-dessus, en fait, bon, pour la petite histoire, on s'est fait planter par notre distributeur au début de l'été. Et en fait, il a fallu trouver une solution rapide. C'est pour ça que mon activité de coaching, je reviens là et j'en parle aujourd'hui parce que vous m'invitez sur ce live. Mais finalement, je l'avais mis de côté parce que je me suis vraiment focalisé sur cette activité. Et en fait, on est aujourd'hui en plein dedans sur cette réflexion sur comment on fait la suite, comment on imagine la suite. Sachant qu'on avait sorti un premier film en 2020, Pandémie, où là aussi, on s'est posé pas mal de questions. C'est qu'est-ce qu'on devient et qu'est-ce qu'on fait lorsque l'industrie, lorsqu'on est tous coincés chez soi, ou lorsque certains peuvent sortir et d'autres sont non essentiels. Ce qu'on nous a dit en 2020, lorsque les salles de cinéma ont fermé et on n'a pas pu montrer nos films, et donc on a mis 6 ans de travail à la poubelle. Donc ça, en fait, on a déjà anticipé un certain nombre de choses. Maintenant, sur l'intelligence artificielle et sur les créations, en fait, la création, ça va plus vite. Mais je prends un exemple,
la caméra que j'ai là, qui me filme, elle ne coûte que 1 500 €, c'est mon téléphone. Il y a quelques années, une caméra professionnelle, c'était 10, 15, 20, 30 000 € pour pouvoir faire de la vidéo et pour pouvoir travailler correctement. Donc, en fait, les coûts ont baissé, l'accès à la photo, à la vidéo, enfin, on le voit aujourd'hui sur les médias sociaux, tout le monde est un média, tout le monde est une marque et tout le monde fait des films de façon très simple, avec des outils hyper simples que Facebook, Instagram et TikTok et compagnie peuvent nous proposer. Donc, en fait, on a déjà eu un certain nombre de révolutions techniques ou matérielles. Maintenant, l'intelligence artificielle, c'est aussi quelque chose qui va impacter. Maintenant, c'est est-ce qu'on est, enfin, pour ou contre. Je pense que c'est pas trop le débat. Et c'est un peu dommage de positionner le curseur à cet endroit-là, mais plutôt de se poser la question comment nous servir de cette intelligence artificielle ou comment se positionner par rapport à elle. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, les films qu'on fait sont aussi des films qui sont assez organiques. On travaille pour les enfants et on utilise des matériaux à leur disposition dans leur trousse, dans leur cartable, à l'école, dans leur chambre, etc. Donc du papier, du crayon. Et en fait, on n'est pas sur de la 3D, quelque chose de très froid. On est au contraire sur quelque chose de tactile. Et ça, aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui peut être perfectible, quelque chose qui peut être aussi où on sent une sorte j'allais dire de fêlure, c'est pas le mot, mais on peut sentir une émotion derrière. Et je pense que ça, pour l'instant, l'intelligence artificielle, elle est peut-être pas encore au niveau. Maintenant, elle va le devenir, sans doute, parce que ça va très vite. Mais maintenant, c'est comment nous, on se positionne par rapport à ça. Et aussi, je voyais tout à l'heure un commentaire d'un réalisateur qui a fait un super film avec de la matière et une nana qui lui dit en commentaire, en fait, je peux le faire en 5 minutes sur une intelligence artificielle. La question qu'on doit se poser, nous, en tant que public, en tant que consommateur, en tant que citoyen, c'est est-ce que je donne mon argent à une intelligence artificielle et je fais tourner un business qui est on ne sait où et on fait bosser on ne sait pas qui, ou est-ce qu'on fait bosser des mecs qui sont en bas de chez moi, qui me permettent d'arroser l'écosystème économique local et dans lequel je vais pouvoir, un moment ou un autre, regagner, moi, ce que j'ai investi sur le terrain. En fait, c'est le système du circuit court. C'est le même système qu'on s'est posé lorsqu'on a décidé d'investir. En fait, on faisait des films, on bossait essentiellement à l'étranger. Et en fait, on a décidé de revenir à travailler localement parce qu'on s'est dit ça n'a pas de sens de bosser avec Dubaï, de bosser. Alors, je parle de ça, c'était il y a 15-20 ans. Dubaï n'était pas encore ce qu'est aujourd'hui Dubaï. Mais la question, elle est là, en fait. C'est qu'est-ce que j'ai envie d'imprimer sur le monde localement, ici, maintenant. C'est ça le truc. Et en fait, c'est pas que les entrepreneurs, c'est pas que les artistes qui doivent se poser cette question, c'est aussi le consommateur. Comment je consomme ? Qu'est-ce que j'achète? Et en fait, mon pouvoir, il est aussi avec ma carte bleue et pas seulement avec mon bulletin de vote, quoi. Voilà. Oui, c'est évident, moi je suis d'accord avec toi. Et quand elle dit je peux le faire en 2 secondes, bah non, parce qu'en fait ça dépend de l'intention, des instructions. En fait, ok, tu le délègues à l'intelligence artificielle, mais si tu le délègues pas correctement, tu n'auras pas le même résultat. La personne qui l'interprète, qui l'a dessiné en l'occurrence, elle a sa sensibilité, que l'IA a moins. Je sais, mais moi je pense aussi ce qu'il faut voir, c'est que si, imagine, je te dis, tu arrives à diminuer par 10 les coûts avec une intelligence artificielle. Genre si le consommateur peut payer 10 fois moins cher, c'est quand même, on a tous des moyens, on va dire, limités. Donc ça veut dire que ça va être, je pense, c'est mon avis personnel, que les films réalisés par l'être humain, ça va devenir un luxe. Et du coup, peut-être qu'il va falloir se repositionner d'une manière un peu plus luxueuse. Enfin, je sais pas, peut-être que je pense tellement. En fait, j'en sais rien. Que les gens devront être excellents dans ce qu'ils font. Ça veut dire que s'ils sont pas excellents, ils seront remplaçables. Bah, c'est comme le bio, les pesticides. On te met entre guillemets des conneries dans tes fruits et légumes. Si tu fais le choix d'acheter des légumes qui sont peut-être 2-3 fois plus chers, tu sais que c'est pas pour tout le monde. Ouais. Tout le monde ne va pas l'acheter, mais en fait, il y aura des adhérents. Ouais, moi je pense qu'on a de la place. Enfin, j'espère en tout cas. La boîte s'appelle Citron Bien. Citron Bien, c'est trop bien, c'est l'enthousiasme. Donc j'ai plutôt envie de voir les choses de façon positive et pas forcément de me dire que effectivement, sinon je m'arrête et je vais monter une pizzeria. Je pense que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais la pizza.
mais je pense que ouais, c'est effectivement comment nous, on a envie de poser les choses. Et après, c'est aussi comment on décide de vivre les uns avec les autres, quoi. En fait, on a un système, si je parle de la France en tout cas, on a un système de santé qui est plutôt pas mal. Maintenant, ce système de santé, il nous permet effectivement d'être soignés gratuitement. Je mets des guillemets à gratuitement, mais aussi et surtout parce que on a des personnes qui cotisent. Les entrepreneurs, les artistes, hein, tous les salariés, tout le monde cotise. Donc maintenant, c'est est-ce que effectivement l'intelligence artificielle ou en tout cas la machine nous permet de rendre moins pénible un certain travail. C'est super. Tu vois, moi, quand je fais en 2 clics, hop, j'efface le décor autour de moi. Bah, je trouve ça génial parce que de toute façon, la retouche photo, j'en faisais pas. Donc là, aujourd'hui, l'intelligence artificielle me permet de gagner du temps, d'éviter de demander à un graphiste de me dire est-ce que tu peux me détourer mon visage parce que là, je voudrais qu'on enlève ça et qu'on enlève ça. Bah là, ça va beaucoup plus vite. Donc effectivement, on va enlever comment dire, la friction. Maintenant, c'est effectivement comment je réinvestis les choses et comment je retrouve un équilibre financier qui me permet, moi, de continuer de gagner ma vie et de faire en sorte que, effectivement, les graphistes, etc. En même temps, les photographes se sont posés beaucoup de questions à une époque où le téléphone est arrivé, où tout le monde était devenu photographe. Les questions avec l'arrivée de Canva, par exemple, où tout le monde était devenu graphiste. Donc, en fait, moi, je pense que on se posera toujours ce type de questions. Le copywriting, aujourd'hui, on peut se dire, bah voilà, j'ai ChatGPT, il peut m'écrire des pages de vente, etc. Mais en fait, il y a toujours quand même, à mon sens, un effet de balancier. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller d'un côté à fond, et on va se dire, ah non, mais moi, je veux revenir là. C'est-à-dire que exactement ce que tu citais à l'exemple à l'instant sur la production de légumes ou ce qu'on mange, ben en fait, on est à fond sur l'industrialisation. Et aujourd'hui, on revient vers on laisse pousser tranquille la permaculture, on produit, on consomme localement. Donc finalement, il y a cet effet balancier. Et puis après, il y a aussi, enfin moi j'insiste vraiment sur notre responsabilité à chacun de qu'est-ce qu'on décide d'appuyer, qu'est-ce qu'on décide comment dire, d'encourager. Et je pense qu'on est ici sur un média social. Et en fait, on a plutôt tendance aussi à consommer de façon passive et pas forcément d'interagir. Et l'interaction, un like, un commentaire, c'est pour moi hyper important parce que quand je le fais, je donne de mon temps, je donne de mon attention, mais je considère que c'est un juste retour. C'est gratuit en fait. Je consomme du contenu gratuitement sur une plateforme. Tu es un artiste ou tu es quelqu'un qui a envie de partager quelque chose, ben je valide, je trouve ça intéressant, donc je t'encourage avec juste et en plus ça me coûte rien, un pouce, un commentaire quoi. Et je pense qu'on a un peu oublié ce truc de se dire allez liker devenu... tous ouais, c'est devenu tellement facile de consommer que effectivement maintenant c'est devenu presque normal quoi, tu vois, et je trouve que non, c'est normal. C'est aussi de valider. Enfin, j'ai beaucoup d'artistes aussi dans mon environnement. J'ai accompagné pas mal d'artistes aussi. Et en fait, c'est ça aussi le truc. C'est de nous permettre de voir un monde différent. Et ça, bah, l'intelligence artificielle, je sais pas si elle nous permettra de voir le monde différemment, quoi. Voilà. Bah, c'est surtout, en fait, je trouve aussi que dans l'approche créative, donc ça, c'est un petit saut qui, voilà, mais dans l'approche créative, en fait, les gens oublient tout le travail qu'il y a derrière. En fait, ils pensent que c'est facile, que c'est intuitif et que boum, c'est sorti de notre chapeau comme ça, alors qu'en fait, il y a plein de réflexions. Parfois, il y a des retards, il y a des coûts supplémentaires parce que c'est quelque chose qui se contrôle pas. En fait, ça dépend de l'inspiration aussi, de comment tu arrives à construire ta pensée, l'affiner, etc. Et pour tous ces trucs, on va dire, qui sont vraiment pas palpables, qui sont vraiment purement de la matière grise, c'est hyper complexe à expliquer aux gens que tout le travail qu'il y a avant, quoi. Bah, c'est vrai que si tu veux faire du bon, c'est relativement facile avec l'intelligence artificielle ou même, enfin voilà, de trouver quelqu'un de bon sur le marché, je trouve ça facile. Non, ça serait bien Et quand tu cherches l'excellence et vraiment tu es dans un souci de créativité et tu veux quelque chose de différent, et je pense que tout entrepreneur a envie de se différencier sur un marché saturé, et c'est le cas de tout le monde, bah, c'est vrai que tu vas chercher la pépite. Bah, c'est que les entrepreneurs ne cherchent pas un bon exécutant, ils cherchent une personne qui va les aider à avoir une réflexion. Je suis d'accord avec toi. Hein. Avec un autre, comme tu disais au départ, c'est avoir des points de vigilance que tu n'avais pas, toi. Ouais. Même, comme il disait, après, je pense qu'il y a aussi, je pense qu'il y a aussi une part de notre travail, à chacun d'ailleurs, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel métier, de pédagogie, d'expliquer aussi comment on travaille, comment ça marche. Et en fait, d'expliquer que mon franc des doigts. Derrière, c'est
Je pars d'une graine, je la fais pousser et ça prend des années, etc., etc. Donc c'est aussi à nous, professionnels, d'expliquer, d'avoir de la pédagogie. Et puis à nous, en tant que consommateurs, en tant que clients, d'aussi poser les bonnes questions, d'aussi s'intéresser. Enfin, moi, j'ai donné des cours pendant quelques années en école de commerce, en école de marketing et en école de com. Et en fait, pour moi, la donnée la plus importante pour un étudiant, c'est la curiosité. Et en fait, c'est de se questionner, c'est de poser des questions, c'est de pouvoir aller chercher ce qu'il y a derrière. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, encore une fois, peut-être le souci de l'attention, on a moins de temps, donc on se pose moins de questions et on va moins chercher effectivement comment je peux sortir quelque chose. Et on a tous, et je pense que ça aussi c'est un truc assez français quand même, on a tous l'impression qu'on peut faire mieux de façon très arrogante, qu'on peut faire ça mieux, plus vite, moins cher. Non, Et en non, mais fait, bah, surtout, bah oui. c'est pas possible, c'est pas possible en tout cas. Enfin, moi, je trouve que c'est manquer de respect aussi à la personne en face de moi, de dire je peux le faire mieux, moins cher et plus vite, quoi. Donc derrière, c'est plutôt de se dire ok, est-ce qu'on est fait pour bosser ensemble ou pas? Est-ce que j'ai envie d'acheter mes tomates à 5 euros le kilo ou à 1 euro? Ça vient, on ne sait pas où, on ne sait pas trop quel produit là-dessus. Est-ce que je file mon pognon au cultivateur d'à côté? Enfin voilà, bon, je sais pas si c'est parce que j'ai fait le marché ce matin Sinon, on a commencé à que parler je parle de de légumes. légumes. Je sais pas pourquoi, Mais parce qu'on allait faire les cours tout à Oui, l'heure. on allait faire les concerts. ouais, c'est ça. Bah, je fais ma petite vidéo tout à l'heure pour annoncer le live. J'allais sur le marché chercher mes fruits et légumes. Mais en fait, c'est ça. Le truc, c'est qu'encore une fois, est-ce que je décide qu'est-ce que je choisis? De quoi j'ai envie? Est-ce que j'ai envie de pas me prendre la tête et de me mettre devant un truc et j'ai un logo tout pourri, j'ai une marque, c'est pas grave. Et en même temps, j'allais dire, c'est pas non plus important. Il y a certains business sur lesquels la marque, il n'y a pas d'enjeu en fait. Et je prends deux exemples. Il y a deux exemples de personnes avec qui j'ai travaillé, qui travaillaient tous les deux dans le milieu du mobilier, du meuble. Et en fait, ils faisaient de la pub en presse. Enfin, en tout cas, ils avaient qu'un de leur côté. D'un côté, il y en a un qui me disait, voilà, j'ai eu Le Figaro, Le Monde, etc. J'ai fait 0 vente. Et de l'autre, j'avais une entreprise qui disait, bah, moi, si je mets pas dans le Dauphiné le canard local, je fais aucune vente. Donc c'est paradoxal parce qu'effectivement, il y a deux positionnements, deux façons de voir, avec deux cibles, deux clients différents. Et donc, on ne peut pas appliquer non plus des recettes et des qui sont, on va dire, tout le temps les mêmes, quoi. Ok. On a une question de Victor qui nous demande, d'après vous, qu'est-ce que vous direz aux gens, aux clients qui pensent que c'est facile? Bah, Quelle faites-le. est la bonne réponse? Bah, moi c'est simple en fait, hein. Faites-le, allez-y. Et franchement, enfin, tu vois, j'ai une agence, on a fait de la commande, et aujourd'hui, si je ne fais plus de commandes, c'est justement parce que ces clients-là, c'est pas les bons clients en fait. Ben oui, C'est souvent ceux qui vont te c'est faire ça. chier toute la ligne et qui, en fait, au bout du compte, tu te seras défoncé, tu auras passé Ils seront 2 fois jamais plus de contents. temps Ils et ils seront seront jamais pas contents. contents. Et toi, tu as perdu ta marge, t'as plus de marge. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah nous, c'est notre premier client, c'était ça en fait, Il parce faut les qu'ils ne voyaient fuir. pas la valeur. Ouais. C'est Et Ouais, mais en quand, fait, quand tu fais pas nous, quand on a démarré, on savait pas. ouais. Et on mais après, jouait à tout. tu apprends. En fait, ouais, mais ça, c'est l'expérience, c'est le temps. Mais moi, Mais oui. en fait, souvent, les 5 premières minutes au téléphone, je Ça sais si effectivement mais ça oui. va coller, si ça va coller avec la personne. Et c'est là aussi où l'importance de travailler sa marque, c'est aussi ça. C'est aussi de quoi j'ai envie, qui je suis, quel est mon cadre. Est-ce que mon client me demande de travailler le week-end? Hors de question. Est-ce que le client me demande de travailler gratos? Hors de question. Et en fait, c'est à partir du moment, et là, typiquement, j'ai une cliente vendredi en coaching, et elle me dit, oui, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Je lui dis, bah, en fait, très bien. Là, tu viens de définir les choses que tu ne veux pas avec tes clients. Donc, tu les écris et tu les affiches devant toi. Et ça fait ton cadre, ça fait finalement les règles que toi, Oui. tu dois respecter ou que tes clients doivent respecter. Et s'ils ne les respectent pas, la question est de se poser, est-ce que je suis OK? Est-ce que j'ai besoin d'argent et donc je suis d'accord pour le faire? Ou est-ce que j'ai pas besoin d'argent et je le fais pas? Et en fait, il y a toujours un équilibre à trouver finalement entre est-ce que je le fais pour moi? Et je pense que c'est ça qui, à mon avis, la question la plus importante. Est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour mon client? Si la réponse est je le fais pour mon client, je pense que c'est pas la bonne réponse. Alors moi, à chaque fois que j'ai fait quelque chose, si je l'ai fait, c'est parce que ça m'éclatait. Je prends des clients, je travaille avec certains qui me disent oui,
en termes de budget, je lui dis écoute, si j'ai pas envie de le faire, je le ferai pas et je te le dirai. Et typiquement, il y a des moments où on a l'impression que les personnes, bah, on n'est pas raccord, ça marche pas, c'est pas le bon timing, c'est pas le bon budget. Je dis bah c'est pas la peine, on n'insiste pas quoi. Et je pense que c'est aussi une bonne manière d'apprendre qui on est. Bah, Ouais. non, pour moi, c'est juste une question c'est de la self-awareness en fait. Bah Tu oui. connais et tu sais les endroits où il ne faut pas que tu ailles parce Bah que non, ça va te ouais. pomper l'énergie. En fait, c'est de l'énergie que tu peux utiliser pour des personnes qui voient ta valeur et avec qui tu as envie de t'éclater sur des Et surtout, projets. ils vont avoir des résultats parce qu'ils vont prendre en considération tout ce que tu dis. Ouais. Enfin, pas tout ce que tu dis, mais ils vont vraiment prendre en considération ce que tu dis. Ils vont voir la valeur et ils vont avancer. Ils vont se projeter. C'est-à-dire que tu vas leur donner un service, ils vont dire, OK, on va pouvoir rajouter ça, on va pouvoir faire ci. Ils vont voir, en fait, la vision que tu as. Et je trouve que ces clients, du coup, qui disent, j'aurais pu le faire en 2000, en fait, ils se focalisent sur le service rendu, mais pas sur le futur de leur Ouais. Pour le tout. Et quand tu es un entrepreneur, tu veux que la tâche elle soit réglée, c'est le passé en fait déjà. Tu es déjà dans le passé, genre ça y est, faut aller de l'avant. Après, en C'est fait, clair. ce qui est difficile, parce que nous, en tant que client, on peut se positionner. Moi, j'ai le souvenir comment dire, d'une cliente. Et ce qui était bizarre, c'est qu'en fait, à l'époque, on était une agence, on était son client. Et elle m'a dit, je suis le client, je décide, je paye. Tu exécutes. Ok, Ah, ça, Oula, pas de problème. insupportable. Donc ça, le projet, Ah, en je fait, déteste ça. le projet je s'est suis mal pas terminé. responsable. Et en Bah fait, oui. ce qui est bizarre, c'est que la roue tourne, hein, comme dit Franck Ribéry. Et le truc, c'est qu'on s'est retrouvé dans un autre cas de figure où en gros, on était comment dire, locataire de ce client. Et je lui ai dit, en fait, ces locaux, ça n'allait pas. Et je lui ai dit, en fait, je suis client, j'exige, tu exécutes. Voilà, point. Et en fait, c'est aussi ça le truc, c'est un respect mutuel. Et à partir du moment où on n'a pas ce respect mutuel, ça peut pas aller. Maintenant, c'est vrai qu'en tant que client, à partir du moment où on paye, on a l'impression d'avoir le pouvoir, on a l'impression de pouvoir se dire, je peux exiger, je peux demander. Mais la question, enfin, Ça a un prix. c'est là aussi Ça encore. a un prix en fait d'être chiant. Bah, Être chiant, il y c'est a un un Parce que prix. prix. c'est-à-dire, on Alors, va je sais mettre pas de si c'est un côté, prix, je on va pense que c'est prendre. une question d'éducation. C'est une question d'éducation dans le sens où est-ce que je ferais ça avec mon pote? Est-ce que je ferais ça avec ma famille? Est-ce que j'exigerais ou je serais aussi exigeant avec moi-même? Ah, maintenant, je suis moi un client très chiant parce que je suis très chiant avec moi-même. Donc je suis exigeant. Mais derrière, c'est aussi de se dire on peut le faire de façon intelligente. On peut lui Après, demander être de exigeant, c'est pas un challenger, problème. d'y aller. Après, être exigeant, je trouve que c'est pas un problème. Mettre ses exigences, mettre à plat, il faut juste que le budget suive. Moi, j'ai un client qui est exigeant. Si tu me dis que tu es exigeant et que tu as un budget élevé, avec plaisir, on peut faire tout. On peut réaliser tous tes caprices. Oui, Mais c'est c'est ça. juste, il faut que tu aies le budget. Tu vas une entrée VIP, mais tu veux payer le prix de l'entrée gratuite. Ouais, le prix piéton, quoi. Bah, c'est pas possible. Il faut que les gens aussi aient une certaine notion de ce que ça coûte. Ça coûte du Ouais, temps, de l'énergie, ça coûte. et on revient finalement à la question de l'éducation ou comment en fait on éduque aussi nos clients. Et je pense que c'est pas que éduquer nos clients, c'est aussi éduquer nos enfants. Oui. Et peut-être de mettre un peu plus d'économie à l'école, de faire en sorte de comprendre aujourd'hui comment fonctionne une entreprise, ce que ça coûte. Tu vois, typiquement, en fait, on n'est pas sur la même échelle quand on est un auto-entrepreneur ou quand on est une société. En fait, on paye pas les mêmes charges, on paye pas les mêmes choses. Donc là aussi, en fait, c'est sûr que là, on était en compétition il y a quelques années sur des films d'animation qui sont très longues et on répondait à un appel d'offres qui normalement était pour nous. Et en fait, le client me dit oui, mais vous êtes 3 fois plus cher. Je dis mais c'est normal. En face, vous avez un freelance et d'ailleurs qui ne fera jamais tout ce que vous lui demandez dans cet appel d'offres parce qu'il y avait toutes les techniques, etc. Donc, ils sont signés finalement avec ce client qui était une personne. Qui forcément payaient pas les mêmes charges que nous, qui n'avaient pas de salariés, qui n'avaient pas de locaux, etc., etc. Et en moins d'un an, en fait, c'est parti en couille parce qu'effectivement, ils pouvaient pas répondre aux exigences que le client avait. Donc, c'est aussi une forme d'intelligence de comprendre ses limites, de savoir ce qu'on veut. Et c'est pas que, d'être une marque et de savoir qui on est, ce qu'on veut et où on veut aller et quelle marque on a envie d'imprimer sur le monde. C'est pas que les entrepreneurs, c'est aussi en tant que salarié, c'est aussi en tant que client, c'est aussi en tant que citoyen, c'est aussi en tant que consommateur, quoi. Donc c'est effectivement où je me positionne. Je reprends un autre exemple, c'est que j'étais dans un magasin comment dire, une sorte de pop-up store, concept store de fringues. Il y avait du mobilier, il y a plein de choses un peu bio, écolo, éco-sourcé. Et en fait, la personne me dit ouais, ce t-shirt, c'est super, il est fait en coton bio, fabriqué
de façon, ils payent bien les personnes. Et je lui dis, mais attends, la société, la marque, elle est en Australie. C'est-à-dire qu'en fait, certes, l'Australie, c'est cool, ils font peut-être les choses bien, mais ça veut dire que t'envoies ton pognon en Australie. Mais l'Australie, derrière, elle va tourner chez elle. Moi, je préfère, peut-être que c'est pas du coton bio, mais je préfère financer une entreprise française qui paye ses impôts en France et qui permet d'irriguer et d'assurer l'emploi des gens qui cotisent chez nous, quoi, tu vois. Donc, c'est aussi un peu tricky, mais c'est d'arriver à trouver, est-ce que je veux manger bio? Est-ce que je veux consommer bio? Est-ce que je veux consommer local? Est-ce que je veux consommer avec une éthique? Et après, c'est à toi de t'y retrouver parce que finalement, on peut s'y perdre aussi. Et finalement, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que j'ai envie de dire à mes clients? Comment j'ai envie de me positionner par rapport à ces sujets? Est-ce que pour moi, je m'en tape et derrière, j'arrose et je prends, j'envoie des litres de kérosène ou je fais comme ces gamins là qu'on a piégés, qui envoient des poubelles en bateau, je ne sais où, aux États-Unis, et je me dis, je m'en fous et je pollue? Ou est-ce qu'au contraire, c'est important pour moi? Et ça, typiquement, c'est une question qui peut bouger les lignes. Et je vais vous donner un exemple d'une cliente que j'ai accompagnée et qui, en fait, travaille dans le milieu du voyage. Et une des questions que je pose, une des questions que je cliente, enfin, à mes clients, c'est de se projeter et de savoir où on est dans quelques temps, dans quelques mois, dans quelques années. Et en fait, la cliente me fait le topo et elle me dit, voilà, je m'installe. Et juste un petit détail, elle me dit, je sers un espresso à mon client, je mets la capsule, là. Et en fait, je lui laisse dérouler, je lui dis, mais est-ce que la capsule Nespresso, parce que pour le coup, moi je trouve que c'est le café bof, mais c'est surtout de l'impact écologique. Et en fait, juste en posant la question de l'impact écologique, elle se dit, ouais, mais en fait, tu as raison. Et elle a revu son projet de voyage de façon complètement différente, avec une envie finalement d'aller sur quelque chose de plus local, de faire en sorte d'avoir des voyages plus équitables, etc., etc. Et donc, avec une simple question, on peut faire bouger les lignes. Et c'est en ça que je trouve que notre métier est génial, parce qu'on peut faire avancer les choses et on peut changer le monde en bien. C'est un peu la mission, moi, que je me suis donnée avec mon job, quoi. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et surtout, pour revenir sur le fameux client qui te dit je paye, donc t'exécutes. Donc, je me mets à la place de ses employés qui payent. Bah, lui, il les paye, du coup, et donc ils exécutent. Donc, ça veut dire. Et tu te dis, est-ce que tu as envie de travailler avec quelqu'un qui traite comme ça ses employés aussi? Du coup, ça veut dire que ça va se passer comme ça de tous les côtés. Tu vas collaborer avec ses employés, ils seront malheureux. C'est pas possible. Bah, surtout si tes clients, c'est des entrepreneurs comme nous. Oui, ma philosophie, c'est que tu ne fais pas aux gens ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Bon, après, il y a d'autres choses aussi, mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, les gens, il faut les traiter d'égal à égal et un peu d'humilité, en fait. Moi, et après, être exigeant, pour moi, ça fait partie quand même du business. Si le service n'est pas bien fait, après, c'est normal. Tu ne portes pas comme ça. Oui, tu peux être pédagogue. Tu peux expliquer ce Mais qui tu plaît vois, pas. cet adage-là que tu utilises, c'est comment cet adage, je peux l'utiliser dans ma communication. Comment je peux l'utiliser pour appuyer ma marque et lui donner un pilier fort. Typiquement, c'est effectivement, tu pourrais imaginer d'utiliser ça pour envoyer le message et de faire en sorte que tu puisses tout de suite créer un filtre entre toi et tes clients. C'est-à-dire que souvent, on attire aussi les gens qu'on mérite. Tu vois, c'est aussi dont je peux être, la façon de communiquer, la façon de partager, puisque on devait parler de personal branding aussi. Et c'est finalement qu'est-ce que je dégage et qu'est-ce qui m'amène, tu vois. Et pour moi, la marque, c'est aussi ça qui est important. C'est que derrière, tu renvoies un système qui est différent. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher mes clients, c'est les clients qui viennent à moi. Et donc, la marque, c'est aussi l'aimant, c'est aussi ce que je donne à voir. Et c'est, encore une fois, quel est ton cadre. Et en partageant ton cadre, en partageant tes valeurs, tu vas pouvoir dire à tes clients, ou en tout cas les clients vont pouvoir se dire, tiens, moi j'ai envie de bosser avec ces gens-là, parce que ça. Et j'ai souvent des personnes qui viennent me voir, qui me disent, écoute Pierre, on ne sait pas trop ce que tu fais, mais on aime bien ta façon de faire. Ta personnalité. Et donc ils vont venir nous chercher parce qu'effectivement on dégage quelque chose. Et je pense que c'est aussi un bon message à envoyer aux entrepreneurs, aux freelances, aux artistes, de dire, utilise ta marque, fais en sorte d'avoir quelque chose de fort pour pouvoir envoyer le bon message et faire en sorte qu'on vienne te chercher pour ce que tu es, pour qui tu es. Parce que, en effet,
tu n'auras pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Voilà. Et du coup, dans tes deux activités, est-ce que ça t'arrive de, on va dire, prescrire du personal branding? Dans quel cas et comment est-ce que tu le prescris si jamais la personne en a besoin, même dans le cadre du cinéma en fait? Comment Ouais, est-ce que ça bah, peut en être fait, fait? dans le cadre du cinéma, c'est très simple. C'est-à-dire que déjà, j'ai mon associé, ma femme, Oui, que je coach, ce qui n'est pas facile, hein, parce que c'est délicat, c'est toujours délicat. Mais en effet, le personal branding, c'est aussi une manière de donner à voir qui tu es. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on a plutôt tendance, sur le cinéma en tous les cas, on a plutôt tendance pardon, à mettre en avant des comédiens et pas des réalisateurs, et pas l'équipe technique. Alors que finalement, celui qui fait le film, c'est le producteur, le réalisateur, quoi. Le comédien, lui, va donner un nom et on va consommer ça. À l'inverse, tu vois, chez les Américains, on connaît les grands réalisateurs, Tarantino, on connaît, tu vois, et en fait, certes, les tout ça, comédiens oui. sont importants, mais effectivement, on a plus de visibilité là-dessus. Et donc, c'est aussi comment, en tant qu'acteur, ou en tant que réalisateur, ou en tant que réalisatrice, artiste, comment je vais aussi pouvoir donner à voir mon univers, quoi. Donc, c'est aussi une manière de dire, tiens, comment tu peux travailler ta marque, même si c'est un peu compliqué, parce que effectivement, Hélène est plutôt quelqu'un de créatif, quelqu'un qui va pas trop prendre la parole de façon verbale ou avec des mots, mais qui va plutôt prendre la parole avec des dessins. Donc, c'est aussi elle préfère prendre la parole avec des films. Enfin, elle s'exprime beaucoup mieux avec un crayon. Donc, c'est aussi d'arriver à trouver, et ça, c'est une très bonne transition aussi, c'est d'arriver à trouver quel est ton truc à toi. Et pas forcément, tu vois, de se dire, il faut absolument que je fasse du podcast parce que c'était la mode du podcast il y a quelques mois, il y a quelques temps, ou il faut absolument que je fasse des TikTok parce que derrière, peut-être, ça ne te correspond pas. Et donc, c'est de trouver le truc qui te correspond et d'y aller et de faire en sorte que tu puisses donner aussi qui tu es. C'est-à-dire que si tu vas faire quelque chose qui ne te plaît pas, à savoir, j'ai pas envie de montrer ma tête en vidéo, et si tu le fais, bah, tu vas avoir une tête horrible, Ah quoi, oui, parce oui. qu'on va le voir, ça va se sentir. Et à l'époque où je travaillais dans la musique, c'était exactement le même propos, quoi. Quand je manageais ces artistes, je leur disais, les mecs, quand vous êtes sur scène, c'est la banane jusque-là, vous envoyez de l'énergie, vous envoyez du rêve. Si derrière vous faites la tronche, mais en fait, le public, il va faire la tronche, Bah quoi. oui, bah oui. Donc, Moi, je on suis dit d'accord. Clair. Moi, alors, moi, je souvent suis que le partiellement sourire, d'accord ça avec toi. s'entend. Ouais. Moi, je suis partiellement d'accord avec toi. Moi, je pense, mais après, c'est mon avis personnel. Je suis d'accord avec sur tout ce que tu as dit. Je suis d'accord dans le sens où euh, vaut mieux se focaliser enfin, sur ce dans quoi tu es bon. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, je suis plus partisan de dire plus tu es partout, mieux c'est, quoi qu'il arrive. Genre, si tu peux être à l'écrit, à l'oral, si on peut te voir en vidéo sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, etc., ça ne mange pas de pain. Moi, je pars du principe que, quoi qu'il arrive, si tu veux grossir, de toutes les manières, plus on va te voir, plus tu vas gagner d'argent, plus tu vas avoir de clients, plus tu vas avoir de la notoriété et plus tu vas pouvoir vraiment rayonner et avoir de l'impact. Parce que je pense que, enfin, après, ça dépend de l'ambition, évidemment, mais je pense que même si la personne n'est pas bonne à l'oral ou n'est pas bonne en vidéo, bah, je pense que justement, j'aurais tendance à lui dire, bah, justement, on va t'entraîner, on va te coacher, tu vas devenir bon à l'oral, parce que c'est important aujourd'hui, il faut que tu sois bon à l'oral. Bah, en fait, c'est surtout la partie qui pêche pour la vidéo, soit c'est la rédaction de script pour trouver des idées, soit c'est apprendre à s'exprimer pour enlever les petites mimiques qui peuvent déranger et qui vont lui taper à l'œil quand elle va se regarder, et lui apprendre à être à l'aise. En fait, c'est pas une question de quel outil Ah, on est-ce a qu'elle va posé des utiliser. questions intéressantes. Quel outil est-ce qu'elle va utiliser comme le podcast, le TikTok, tout ça? Moi, c'est plutôt trouver une méthode de prise de parole qui te convient et Ouais. ensuite essayer au mieux Décliner sur de la toutes les décliner sur toutes les plateformes et quoi qu'il arrive, elle trouvera un public qui va être sensible à ça en fait. Donc En là, fait, on a des questions. je rebondis sur ce que dit Hélène. Effectivement, d'être partout, ça coûte, ça coûte. Et en fait, mon propos est pas tant de dire il faut que tu sois là ou là, il faut que tu choisisses, mais en fait, c'est encore une fois une question de confiance. Oui. Le truc, c'est que on n'est pas tous armés de la même manière pour prendre la parole en public. On n'est pas tous armés pour montrer sa tête sur les réseaux sociaux. Donc derrière, c'est d'arriver à installer de la confiance. Et typiquement, j'ai l'exemple d'un client qui me disait ouais, mais moi les réseaux sociaux, je supporte pas, j'aime pas. Ok. Classique. Donc derrière, tu vois, c'est hyper dur. Maintenant, tu vois, j'ai trouvé un angle où de lui dire tiens, c'est rigolo, tu me dis que tu aimes la photo. Ouais, bah ouais, j'adore faire de la photo. Et bah, partage ce que tu fais en photo, en fait.
Ah ouais, Oui, et puis là, il a commencé à prendre le pli où en fait, ça avait du sens pour lui de partager sur les réseaux parce que effectivement, il avait du sens dans son travail. Donc derrière, il y a deux leviers que j'active. Il y a le premier, c'est effectivement de te mettre en confiance parce que si tu vas direct en friction et tu te dis, t'es nul en maths, mais mon gars, faut que tu travailles les maths, tu vas avoir une fin de non-recevoir de ton client. Il va te Bah, dire, non, mais moi, no way, il ira jamais. Donc pour l'instant, c'est déjà de le mettre en piste, de le mettre en confiance. Et une fois qu'il est en confiance, de pouvoir l'amener sur les différents réseaux, sur les différents canaux sur lesquels il va travailler. Ensuite, tous les canaux ne sont pas bons. C'est-à-dire que tes clients, je reprends l'exemple de ces deux clients qui travaillaient dans le mobilier, bah, ils ne sont pas forcément au bon endroit, tu vois. Donc c'est aussi de trouver le bon levier et ce qui marche. Et ensuite, c'est vraiment de se c'est sûr dire, que tu vois, c'est vraiment de se dire comment je peux à la fois donner de la confiance et puis aussi c'est de l'expérience. C'est aussi, tu peux pas être bon tout de suite, quoi. Donc commence ah maintenant, oui. commence petit et puis derrière tu vois comment tu évolues et tu vois comment faire avancer les choses, quoi. bah oui. Aujourd'hui, pensez-vous qu'on est plus sur de la notoriété de marque? Ou du personal branding. Bah, je pense qu'on a déjà répondu, mais pour moi, c'est en fait, pour moi, c'est la notoriété de marque va, une fois que tu as fait ton personal branding, c'est une résultante de ton personal branding. Bah, Pour moi, c'est pas trop une opposition, c'est en plus fait, moi je pense la qu'en fait, conséquence. la notoriété de marque, en fait, c'est un travail qui en continue. Ça veut dire qu'il faut toujours se poser la question, est-ce que, en fait, là où j'en suis aujourd'hui, c'est encore aligné avec mes valeurs? Pour moi, en fait, c'est un travail qui se fait beaucoup en amont. Et en fait, après, il y a des check-up réguliers qui se font. Est-ce que mon message que je donne au travers de mon personal branding valide le message que j'ai envie de donner au travers de la notoriété de ma marque? Et si c'est pas aligné, bah, l'un des deux côtés, il va falloir ajuster pour que les deux convergent. Moi, je pense que c'est comme ça. Oui, et ce qu'on pourrait rajouter aussi, c'est que la notoriété de marque dépend aussi de on va dire, de la qualité du service, alors que le personal branding est énormément lié à ce que tu vas véhiculer sur les réseaux sociaux, Ouais. et c'est pas forcément, Et ça va même pouvoir en fait aider enfin, c'est pas parce que tu as un bon personal branding que tu as une bonne notoriété de marque. Mais je trouve que quand même le personal branding, dans les temps qui courent, enfin, en fait, il y a une sensibilité de l'audience qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu peux pas prendre la parole sur la question de la race, sur des questions d'héritage culturel, parce qu'il y a aussi toutes les notions d'appropriation culturelle. Ouais. Il y a le mouvement woke qui fait qu'aujourd'hui, bah, je pense que d'utiliser le personal branding vraiment en plus de la notoriété de la marque aide à limiter les bad buzz pour que les ambassadeurs qui ont déjà une voix, une présence en ligne puissent bah, faire comprendre que bah non, c'était pas volontaire, voici ce qu'on a voulu dire, et pouvoir ajuster la donne pour pas que ça dépende que d'un facteur. Puisque la marque, de toute façon, n'aura pas mis tous les mêmes œufs dans le même panier, il y aura plein de petits ambassadeurs qui vont faire passer des messages adéquats. Et pour répondre à la question, ça mange du pain quand même, c'est du temps d'être partout. Bah, c'est une excellente transition pour présenter un peu ce qu'on fait. Pierre, je crois que tu voulais répondre Ah, il veut à. parler. Ouais, en fait, Vas-y. moi sur les questions de la notoriété, le problème c'est que la notoriété, elle vient aussi parce que derrière, il y a du travail. Maintenant, c'est qu'est-ce que la notoriété appelle chez ton client? En fait, encore une fois, c'est est-ce que je suis aligné ou pas? Est-ce que j'ai besoin de développer ma marque ou est-ce que j'ai besoin de notoriété? En fait, Victor, je crois qu'il a posé la question, c'est là aussi, ça pose un curseur chez toi et chez ton client. De quoi toi tu as besoin? En fait, la notoriété, le truc c'est que c'est pas toi qui la décide. Par contre, le personal branding, ou en tout cas le travail sur ta marque, c'est toi qui décides ce que tu mets. C'est toi qui décides le cadre. C'est toi qui décides qui tu es et ce que tu as envie de partager. Par contre, la notoriété, ça t'appartient pas. Donc forcément, c'est aussi compliqué de se dire bah, je vais travailler l'un ou l'autre parce qu'en fait, il y en a un que tu peux travailler et l'autre qui en fait un résultat, quelque chose qui t'amène à. Maintenant, la notoriété, ce qui est compliqué aussi, c'est que ça va être finalement une sorte de validation, ça va être une sorte aussi de preuve sociale, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on va se dire, bah tiens, lui, je vais plutôt le follower parce qu'il a 10 000 followers, plutôt que lui qui en a 1500, tu vois. Et effectivement, inconsciemment, on est déjà câblé pour se dire, je vais appuyer. Et c'est la même chose avec un restaurant. Tu vois deux restaurants l'un à côté de l'autre, tu vas aller dans le restaurant, il y a plein de monde, parce que forcément, si en effet il y a plein de monde, c'est qu'il est bon. Et donc la notoriété. C'est vrai, c'est vrai. Donc la notoriété, elle est aussi à double tranchant, quoi. Donc c'est comment toi tu te positionnes par rapport à ça. Est-ce que tu attends d'avoir de la notoriété pour d'y aller et à ce moment-là, bah, tu n'y vas jamais? Ou est-ce qu'en fait tu décides d'y aller? Moi, je pars du principe que, en tout cas moi avec mes clients, c'est peu importe ce que les clients peuvent dire de toi, peu importe où tu es, c'est à toi de mener la danse. C'est à toi de faire en sorte
de foncer, quoi. Et pour foncer, ça veut dire je prends la parole, je dis qui je suis, je partage quelles sont mes valeurs, je pose une stratégie, je fais en sorte d'exister et de prendre la parole. Et derrière, c'est d'y aller, quoi. Et ensuite, la notoriété, elle viendra ou pas, mais ça t'empêchera pas de faire du business. Parce que c'est pas parce que tu as une notoriété folle, enfin évidemment ça aide aujourd'hui, hein, mais on pense aux influenceurs à Dubaï, la notoriété leur permet de vendre des merdes, ça c'est cool. Maintenant, c'est est-ce que toi, tu as envie de ça? C'est ça la question que tu dois te poser, Victor, entre notoriété et marque. Et moi, je t'invite plutôt à travailler ta marque, parce que celle-là, tu la maîtrises. Et après, ce que tu maîtrises pas, c'est ce qu'on dit de toi. Voilà. Ok, c'est bon, hein, c'est une belle parole. Et du coup, moi, je vais répondre à Hélène. Donc, elle dit que des fois, elle parle avec des mots et pas des dessins. Moi, je trouve ça génial. Faut savoir que je trouve personnellement que quand on m'explique les choses avec des dessins, je comprends beaucoup mieux. C'est Je imagé. trouve que le message, il passe bien. Après, évidemment, sous réserve que ça soit bien schématisé et bien expliqué. Mais vraiment, je trouve que sur les réseaux sociaux, c'est un format qui marche énormément. Et même, j'en vois de plus en plus, par exemple sur TikTok, les gens qui dessinent et qui commentent en même temps ce qu'ils disent. Et je trouve que ce format est dingue si tu veux pas montrer ton visage et si tu es bonne en dessin. Donc ça peut être un super compromis. Et c'est pour ça que quand je disais, par exemple, il faut être partout, ça veut dire être partout, ça veut pas dire forcément selon tes conditions, selon toi, comment tu veux te présenter. Tu vois. Et aussi, Moi, je faut pense que tous trouver les ce qui est ton concepts audience. peuvent marcher. Si tu as un bon concept et si tu as un bon why, et bah, tu peux le mettre sur TikTok, sur YouTube, où tu veux. Peut-être que tu vas devoir ajuster ton format, mais quoi qu'il arrive, ça va marcher. Oui. Ouais. Donc ça, je C'est suis. juste la façon de présenter les choses qui va être différente. Ouais, ouais. En fait, après, il y a aussi effectivement, là, on pose aussi une question qui est fondamentale, que je posais souvent à mes étudiants, c'est qu'on n'est pas tous câblés de la même manière. C'est-à-dire que certains sont câblés pour entendre et comprendre à l'oral, d'autres ont besoin de lire, d'autres ont besoin de voir, d'autres ont besoin de réécrire. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, en fait, encore une fois, c'est qui je suis et de comprendre qui on est pour pouvoir ensuite non pas répondre à des standards et répondre à donc il m'a dit qu'il fallait que je poste sur LinkedIn, donc je poste sur LinkedIn. C'est pas ça en fait, c'est qui je suis, comment je fonctionne, est-ce que c'est en lien avec mes valeurs, est-ce que c'est en lien avec mon business, est-ce que c'est en lien avec où se trouve ma tribu avec lesquelles je vais échanger, discuter et vendre. Et ensuite c'est effectivement est-ce que j'y vais quoi. Et donc la question vraiment de quel support, quel média j'utilise pour communiquer ou pour prendre la parole ou pour échanger avec ma tribu, elle est importante. Mais il faut se poser la question de qui on est et de comment on est bon. Et là aussi, c'est une parenthèse que je voudrais faire. C'est qu'à l'école, on nous apprend à être moyen. C'est-à-dire qu'en gros, on a besoin, tu vois, on est bon en maths, on est mauvais en français, bah vas-y, bosse le français. Pourquoi on aurait besoin d'être moyen, tu vois, d'équilibrer? Pourquoi on n'aurait pas intérêt à appuyer sur nos forces? T'es bon en maths, mais vas-y, fonce. Et le français, tant pis, quoi. Mais aujourd'hui, enfin, on peut pas le faire avec l'école, avec les plus jeunes, mais on peut le faire en tant qu'adulte. Et moi, je préfère appuyer sur mes talents et j'appuie sur les talents de mes clients plutôt que d'essayer de les amener à avoir de la, tu vois, de mettre de l'énergie où ça va être complexe. Et je sais parce que je vois très bien, mais je vois très bien où tu veux en venir et on est 100% d'accord. Nous, c'est pour ça qu'on leur dit vraiment, dès que tu dégages du budget, investis-le pour déléguer. Oui, mais c'est comme si dans ton business, tu as un produit qui marche et qui marche pas. Oui. Tu vas jamais dire, je vais mettre tout mon argent dans le produit qui marche pas. C'est complètement faux. Il y a personne qui fait ça. Non. Tu vas scaler le produit qui fonctionne sur une pub, par exemple. Ouais. C'est pareil. Je pense que c'est ça. Et en vrai, on est d'accord. Il n'y a pas de débat. Exactement. Ouais, après, je pense que c'est vraiment Enfin, moi, j'ai vraiment une sorte d'alignement assez facile des planètes, à savoir que, effectivement, quelles sont mes valeurs à moi, et je vais plutôt essayer de développer mes compétences plutôt que d'essayer de développer des trucs, tu vois, sur lesquels je suis pas bon. Typiquement, sur la pub Facebook, je trouve que ça n'a pas de sens, quoi, tu vois, d'envoyer du pognon à Mark Zuckerberg pour espérer trouver des clients, ça n'a pas de sens. Et si ça n'a pas de sens pour moi, eh ben, je suis pas bon, en fait, tu vois. Par contre, si je trouve que ça a du sens, à ce moment-là, je peux effectivement orienter ma pub. Et là, c'est des points de blocage. C'est-à-dire que inconsciemment ou consciemment, d'ailleurs, on va bloquer sur certains aspects. Je prends un autre exemple. J'ai une cliente enfin, c'est pas une cliente d'ailleurs. On n'a pas bossé ensemble, ça l'a pas fait. Elle me sollicite. Oui. Elle a bossé pendant 7 ans en marketing dans une grande boîte et elle s'est reconvertie en coach et elle me sollicite sur une question qui est le persona. Et elle bloque sur le persona. Et donc, elle me partage son truc. Et je lui dis, en fait, ton problème, il n'est pas sur le persona.
Ton problème, il est sur la posture, il est sur qui tu es et comment tu te présentes à tes clients. Elle m'a dit non, non, ça, j'ai travaillé ça pendant 1 an en coaching, j'ai travaillé avec quelqu'un qui m'a supervisé, ça c'est réglé. Je dis bah peut-être que tu penses que c'est réglé, mais moi je considère que le persona, c'est pas le problème en fait, parce que ça sert à rien de se faire chier avec un persona si derrière tu es en train de bloquer. C'est soit tu vois un mur devant toi et tu commences à l'escalader et tu galères et tu tombes, soit tu le contournes. Et moi je préfère contourner. Donc je préfère aller sur quelque chose de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus constructif, qui permettent d'avancer. Et donc ça crée une tension et la personne elle l'a mal pris, tu vois. Et en fait, on n'a pas bossé ensemble. Et ça a été un critère. C'est un critère aussi pour moi. On revenait sur la question de choisir ses clients. C'est aussi quelqu'un qui est prêt à entendre ce que tu lui amènes. S'il n'est pas prêt à l'entendre, s'il n'est pas prêt à l'écouter, et ben en fait, on n'est pas fait pour se comprendre, quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Et après, Ouais, c'est pas ouais. grave, tu vois. Si tu veux travailler ton persona, bah, trouve quelqu'un qui va te facturer très cher pour bosser ton persona. Ça te développera pas ton business, mais tu seras contente. Il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est pas ma façon de faire. Je suis pas là pour te prendre du cash. Je suis là pour t'aider à avancer. Et si t'as pas envie d'avancer avec la manière d'être que je suis, bah, c'est pas grave, tu vois. Bah oui. Je suis d'accord. C'est comme tu vas à une boulangerie, t'aimes pas la recette de pain au chocolat, t'as le droit d'aller dans une autre boulangerie avec une recette qui te plaît mieux. Ouais, exactement. C'est ça le marché. On est sur un marché. Bon, il est 8h40, on approche, c'est pour ça qu'on parle de nourriture. Ouais, et en fait, on revient peut-être à la question de la notoriété finalement, tu vois. Et en fait, inconsciemment, la société, elle nous impose aussi des modèles de pensée, elle nous impose des modèles de fonctionnement. Et en effet, de manger un pain au chocolat dans telle boulangerie, ouais, c'est hyper hype, c'est hyper cool. Donc en fait, tout le monde va y aller. Mais en fait, si j'aime pas, bah n'y va pas en fait, tu vois. Choisis celle d'à côté, elle est peut-être moins chère, elle est peut-être mieux, ou en tout cas, elle te correspond. Mais c'est ok quoi. Et c'est vraiment, pour moi, c'est aussi ça le truc, tu vois. On parlait tout à l'heure de respecter ses clients, ou que les clients nous respectent leurs partenaires. C'est aussi se respecter soi-même. C'est aussi de se dire, développer une marque, c'est aussi de savoir qui on est et de savoir aussi où sont nos limites, où sont nos forces et de pouvoir se dire je suis ok. Si aujourd'hui je travaille pas, c'est pas grave. Si aujourd'hui je j'ai pas envie d'y aller, si j'ai pas envie de faire ça, c'est ok. Et c'est important, tu vois. Il y a notamment, enfin pour moi un des exemples comment dire de conseils que j'ai pu donner à une cliente, ça a été de s'arrêter. Ça a été de dire tu fais pause là. Et elle était dans une situation vraiment très délicate, avec beaucoup de taf, beaucoup de pression, etc. Et je lui dis, en fait, quel conseil tu me donnerais là maintenant? Je lui dis, en fait, juste te poser, tu vas prendre l'air, tu te casses, tu fermes tout, et puis on se reparle dans une semaine, dans un mois, peu importe. Et elle m'a dit, merci de me donner ce conseil. Enfin, en tout cas, merci de m'encourager à le faire, parce que, j'ose pas me le dire. Dans mon entourage, personne ne me le dit, et donc je n'ai pas l'autorisation de le faire. Et finalement, ça lui a permis de souffler, de prendre du recul et de revenir un peu plus en forme sur les sujets qui étaient importants pour elle, quoi. Et c'est vrai, quand on est entrepreneur, on a l'habitude de on s'oublie en fait parfois au détriment de son business. Et du coup, là, on rentre dans un cycle où tu es esclave de ton business. Bah oui. Parce que du coup, en fait, les raisons pour lesquelles tu as quitté le salariat pour pouvoir te consacrer à une aventure qui te passionne et qui t'anime et qui te donne de l'énergie, finalement, c'est le truc qui te pompe ton énergie et tu n'arrives pas à t'en sortir, quoi. Ouais, c'est sûr. et Il y a des questions, il y a notamment aussi un exemple la cliente qui est en train de fermer sa boîte et qui en fait a très envie de relancer un autre business et qui me dit quel conseil tu me donnerais pour dans 6 mois, parce que je vais repasser par la case salariat et de me relancer sur quelque chose. Et je lui dis en fait le meilleur conseil que je puisse te donner, il n'y a pas de conseil, c'est pause, digère cette situation-là qui t'occupe parce que tu es en train de traverser quelque chose d'important, quelque chose peut-être de grave, quelque chose qui va avoir des répercussions. Et si tu le digères pas, si tu l'acceptes pas, il va revenir comme un boomerang dans quelques mois, quelques semaines, quelques années. Donc derrière, c'est aussi de prendre la situation, comme elle est. C'est de la sagesse. Là. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment de la sagesse. Il y a une question pour toi, Pierre. Même si c'est potentiellement l'objet d'une étude ou d'un mémoire de recherche, d'après vous, est-ce que l'image va remplacer l'écrit en communication? Donc, alors moi, je connais pas cette étude. Je connais pas cette étude, mais en fait, c'est toujours pareil. Le monde, il est rangé en 2 catégories: blanc, noir, nord, sud. En fait, pour moi, c'est une connerie en fait,
Et ça va à l'antithèse de ce que je défends, à savoir défendre, de créer ta marque. Créer ta marque, ça veut dire être toi-même, de faire en sorte de créer ton monde. Et donc, si effectivement l'image est plus importante pour toi ou elle est plus facile pour toi, va vers l'image. Si le texte est plus important pour toi et que l'image n'est pas importante, va vers le texte. Et je prends un exemple aussi d'un réalisateur qui me disait « Ouais, j'aimerais bien que mon film sorte en DVD. » Je dis « Ouais, super, ok. Mais est-ce que toi, tu achètes encore des DVD ?» Il fait « Ben non. » Je dis « Bah, pourquoi tu veux vendre des DVD, sachant que toi, tu n'en achètes pas ?» Tu vois, donc il y a un truc qui est en décalage, en fait. Et donc, c'est aussi d'arriver à trouver cet équilibre, tu vois, qui est finalement, encore une fois, d'être aligné. Mais ça, c'est un travail de toute une vie, de savoir qui on est, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on veut. Et je le répète, mais quelle marque tu as envie d'imprimer sur le monde? Est-ce que tu as envie d'envoyer telle ou telle image? Est-ce que tu as envie d'être… Et un bon exercice, je vous donne un bon exercice qui va vous permettre justement de travailler ça. Imaginez que vous rentrez dans vous poussez une grande porte. Derrière cette grande porte, il y a une immense bâtisse dans laquelle il y a plein de monde. Et au fur et à mesure où vous avancez, en fait, vous voyez que ces gens sont de plus en plus nombreux et vous arrivez au bout de la pièce. Et au bout de cette pièce, en fait, il y a un cercueil. Ce cercueil, c'est vous qui êtes dedans. Et vous êtes finalement à votre enterrement et vous écoutez et vous entendez les discours de vos proches, les discours de vos collègues, ou en tout cas les personnes avec qui vous travaillez, les personnes de votre environnement, association, etc., etc. Et imaginez quel discours ils sont en train de faire de vous. Et cet exercice-là, moi, il m'a vachement aidé pour me libérer. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas envie qu'on dise « Pierre, il est chiant, Pierre… il fait super bien son travail. » Moi, j'ai envie de dire, ce mec, il est drôle, quoi. Tu vois. Et en fait, à partir du moment où je me suis fait cet exercice, j'ai décidé de quitter mon costume d'entrepreneur, au sens littéral, et j'ai décidé de mettre un t-shirt, des baskets, d'être en couleur, et en fait, de faire des blagues si j'avais envie de faire des blagues. Parce que le fait de faire une blague à un autre entrepreneur, c'est pas ce qui va retirer mon expertise. C'est pas ce qui va faire en sorte d'être moins bon, quoi. Par contre, il aura une vraie image de qui je suis. Et en fait, il y aura un alignement. Parce que si effectivement, je suis trop séparé de qui je suis dans la vie et qui je suis au travail, et ben en fait, c'est super dur, quoi. Parce que à vivre personnellement, bah déjà, tu es obligé de jouer des rôles, c'est super chaud. Alors que si tu es qui tu es dans la vie et qui tu es au boulot, bah c'est simple, tu calcules pas, c'est droit au but. Et derrière, c'est tellement plus simple. Et dans la vie, on va pas se faire chier tu vois, pour être quelqu'un d'autre, quoi. Tu vois, donc sois toi-même et ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. C'est clair. Après, en termes de communication, moi, je pense que quoi qu'il arrive, ça reste cyclique. Ça veut dire qu'il y a des modes où ça sera la vidéo, il y a des modes où ça Oui, sera même le texte. maintenant sur les vidéos, regarde, Oui, maintenant, sur les vidéos, il y a il y du a des texte. sous-titres. Donc, Donc, en ça veut fait, dire que c'est tout se mélange. tout se mélange. Il y a, voilà, Il n'y a pas de secret. voilà. Et maintenant, en fait, il y a même avant, les vidéos, elles étaient hyper travaillées, il y avait plein d'animations de partout. Et maintenant, on voit le retour des solo podcasts où il n'y a même plus d'animation. Il n'y a plus rien. C'est hyper brut. Et les mecs, ils disent oui, c'était même pas capable de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à revoir tes priorités, quoi. Donc, D'ailleurs, ils ont raison. et c'est tout le temps, en fait, en changement. Ça bouge, il y a du texte. Il y a même maintenant de plus en plus de jeunes qui se remettent à lire des grands classiques de la littérature française. Il y a même beaucoup d'influenceurs qui se lancent là-dedans pour refaire découvrir des classiques, des choses qu'on a oubliées justement en se digitalisant, en étant trop connectés. Donc, moi, je pense que c'est cyclique et que ça s'est mené à évoluer, à revenir, à repasser. C'est comme tu parlais de Kodak, mais aujourd'hui, du coup, maintenant, il y a les jeunes, ils partent avec des petites photos jetables, quoi, avec des Et pellicules. même TikTok, je ne sais pas si vous avez suivi, TikTok aujourd'hui est repassé au format horizontal. Maintenant, quand on est sur TikTok, on peut repasser au format horizontal comme YouTube. Oui, voilà. Tu vois, ça, c'est un exemple hyper concret pour dire qu'il n'y a pas de règle. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu ça. Je pense qu'il y a aussi des trends, enfin, tu vois, des modes qui se défont. Enfin, on voit si on regarde nos photos de nous il y a 10 ans, il y a 20 ans, on va voir un peu comment on est sapé, comment on est coiffé. Ça va nous faire marrer. Et en fait, de la même manière, sur le business, sur la manière de communiquer, la manière de bien faire, là aussi, c'est un truc hérité de l'école, quoi. Il faut bien faire, il faut avoir 20 sur 20, parce que derrière, si j'ai pas 20 sur 20, oulala, ça va être terrible. Mais arrêtons de nous faire chier avec
des limites et des pensées limitantes. Et faisons en sorte, tu vois, de vivre, tu vois, et de faire ce qu'on a envie de faire et ce qui nous fait vibrer. À partir du moment où tu vibres, et le mot vibrer, tu vois, c'est aussi une manière de faire vibrer ton écosystème et ton environnement. Et je pense que les gens, aujourd'hui, sont sensibles aux autres personnes qui sont authentiques. Alors, même si ce mot est un peu galvaudé, mais aux personnes qui véhiculent quelque chose, aux personnes, tu vois, qui ont vraiment quelque chose à exprimer. Et en fait, on n'a pas besoin d'un énième je ne sais quoi, d'un énième et les personnes qui aujourd'hui émergent, les personnes dont on se souvient, sont des personnes qui ont une vraie personnalité. Et je pense que c'est ça en fait qu'on attend de toi en tant que marque, c'est que tu aies une vraie personnalité. Et en fait, on est tous uniques, quoi. Tu vois, j'ai mes belles-sœurs qui sont des jumelles, donc elles sont identiques, elles ont grandi au même endroit, avec les mêmes parents, mais elles ont des personnalités différentes, quoi. Donc, tu vois, même en grandissant, en étant identique, tu vois, bah, t'es différent. Donc, derrière, si cet exemple-là montre qu'on est tous différents, ben, enfin, il faut qu'on s'en serve, quoi. Il faut que ce soit un vrai truc pour avancer, plutôt que de s'emmerder la vie avec des modes de il faut que je mette mon caption ici, il faut que je mette le hashtag là. Il y a une cliente qui me demandait oui, sur LinkedIn, quel hashtag je fais. Franchement, on s'en fout en fait, tu vois. Fais-toi fais-toi ce que tu as envie et puis C'est avance, quoi. l'instant, Tu c'est vois, pas la forme. c'est pas le hashtag qui va changer la vie, qui va changer ta façon de communiquer ou ta façon d'être. Alors certes, ça va peut-être te ramener des followers, et encore que tu vois. Moi, j'ai plutôt envie de vraiment qu'on se laisse. Et finalement, tu vois, ce que je défends aussi dans mon livre, c'est au-delà d'être toi-même, c'est aussi de te faire confiance parce que instinctivement, et ça on l'a oublié, instinctivement on a les réponses, instinctivement on a les solutions. On n'a pas besoin d'avoir un coach, tu vois. On a juste besoin d'écouter qui on est. Sauf que on a oublié, et il y a plein de messages qui nous arrivent dans la tronche pour dire fais ceci, fais cela, soit celle-ci, soit celui-ci. Et en fait, moi, mon taf, c'est juste de réaligner et de remettre les choses au clair à l'intérieur pour que derrière tu puisses passer à l'action et que tu puisses envoyer la purée pour que tu sois bien. Et à partir du moment où tu es bien, bah, les choses se passent bien. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, je pense que c'est une Ouais. magnifique phrase pour conclure le live. Ouais. Donc, ouais, mais j'ai l'impression du coup que tu as vraiment une approche qui est très axée sur le développement personnel, le bien-être et tout, ce qui est quand même hyper différent de la plupart des coachs, ouais, effectivement, qui se vendent sur le marché comme des coachs. Limite, tu as une approche, ouais, c'est ça, de mentor, un peu spirituel et tout, donc c'est cool. Bah, c'est le côté, je pense, solopreneur aussi, du coup, qui laisse la liberté bah, de pouvoir vraiment écouter la personne en face de soi et que c'est pas, il n'y a pas tout un process et toute une armée derrière qui va prendre chaque information C'est ça. et les imbriquer dans C'est un dans, puzzle. oui, dans le monde de l'humain, quoi. T'es pas dans, justement. Elle est En pas, il est fait, pas dans je pense que ouais. Après, c'est marrant que vous analysiez ça de cette manière, donc j'essaie d'analyser votre analyse, mais finalement, la question c'est on se détermine pas coach, on se détermine pas blogueur ou infirmier ou je ne sais quoi. En fait, c'est un cheminement. Et derrière ce cheminement, c'est aussi qui je suis. Et en fait, c'est je travaille de la manière dont j'ai envie et je défends aussi des choses qui me paraissent être tu vois, aligné. Et je me suis rendu compte que j'étais meilleur aussi quand j'étais aligné. Donc derrière, à partir du moment où j'ai expérimenté des choses, où j'ai vu des choses chez mes clients qui fonctionnent, bah derrière, je les défends et je les développe, quoi. Et j'essaye de faire une sorte de prosélytisme. C'est aussi pour ça que le livre permet d'avoir un coach pour 20 balles, tu vois. Et j'ai pas besoin d'être là à tes côtés pour pouvoir te faire avancer. Et c'est ça qui, pour moi, est hyper important. Parce qu'à partir du moment où on libère l'énergie, à partir du moment où on libère ça, en fait, on a nos limites, quoi. Comme dirait Lise dans les commentaires, quoi. Ok, super. je pense que c'est bon. Ouais, de notre côté. Si toi, tu as d'autres questions qui arrivent, Non, voilà. je pense qu'on a répondu, On a fait le aux tour. questions au fur et à mesure. En tout cas, Si, merci beaucoup bah, pour ta venue. Hein. Merci, ça nous a fait très très Ouais. plaisir bah, de t'avoir. On a adoré, enfin moi, en tout cas, je ne pouvais pas pour moi, j'ai adoré t'avoir sur le live et j'ai trouvé tout ce que tu as dit hyper pertinent et surtout assez rafraîchissant par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. Donc je pense que tu as bien fait ce travail en tout cas de recherche et de why parce que j'ai vraiment réussi, enfin j'ai l'impression d'avoir réussi à comprendre ton univers.
même au début avec la carotte, etc., etc. Et j'ai bien aimé. Franchement, Ouais. 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 Ouais, Très, même si Merci. même si mon invité s'est barré, Il est et parti pour chercher le sa coup, deuxième carotte. ouais, alors pour le coup, la carotte, pour ceux qui étaient là au début, effectivement, l'idée de la carotte, c'est de t'amener jusqu'à la fin du live. Et donc, pour ceux qui sont là à la fin du live, envoyez-moi un message privé en m'expliquant votre marque. Et puis, vous pourrez rejoindre le club remarquable. Parce que autour du livre, j'ai créé un club qui permet aussi d'échanger, de discuter. Parce que c'est pas toujours évident de se retrouver seul dans l'entrepreneuriat. Et c'est aussi une manière de se retrouver, d'échanger, de discuter et de se faire avancer les uns les autres. Parce que pour moi, tout ce que j'ai dit là, je l'ai appris en discutant, je l'ai appris en échangeant et en partageant. Donc derrière, c'est aussi le message que j'ai envie de donner. C'est pas forcément d'avoir à payer tout le temps, mais aussi de pouvoir échanger, discuter. Donc n'hésitez pas à venir me follower, m'écrire en message privé. Je réponds toujours à tout le monde, même si parfois ça prend un peu de temps. Mais je trouve que c'est Tu nous important. as Je trouve répondu que c'est aujourd'hui. important. Voilà. Ouais. Ouais, j'ai Ok. répondu. Donc voilà, bah nickel, bah J'ai merci répondu beaucoup à votre Pierre. appel et c'était super, quoi. Parce que effectivement, ouais, c'est important. Après, il faut trouver le bon timing, il faut être dans l'énergie, il faut avoir envie. Et après, si t'as pas envie, tu dis non, en fait, tu vois. Je suis déçu. Exactement, c'est une D'accord. transparence et d'honnêteté. Donc, non, mais c'est top. En tout cas, ça nous a fait beaucoup plaisir. Merci à tous ceux qui sont restés aussi, parce que quand même, il y en a pas mal qui sont restés jusqu'à la fin. Donc merci à tous. Ça nous a fait super plaisir. Et vous Et donc, pouvez voir le chat. Voilà. Vous bon, pourrez voilà, voir aussi. je récompense mon invité parce qu'il a bien bossé. Voilà. Et en plus, je Avec crois une que vous êtes carotte. super fan, vous êtes super fan de Joey. Donc voilà, c'est aussi pour vous remercier. Ouais. Je vous partage Joey avec moi. Voilà. Franchement, c'est ce qui t'a attiré Ouais, à la en fait, base. moi j'ai vu, Le moi chat. j'adore les chiens, j'en ai un aussi à la maison. Et donc, du coup, j'ai vu ça, j'ai fait, ouais, excellent. En plus, oui, c'est vrai que tu le mets beaucoup en avant. Donc En voilà, tout cas, ça a marché. exactement. La preuve, enfin en tout cas, merci de valider ce concept. Il n'y a pas de calcul derrière, il y a juste Bah, l'envie. Après, il fait partie de ma vie, Bon, donc forcément, c'est aussi. Voilà. ok, super. Merci Merci à beaucoup. Salut à tous. Au revoir, et à bon bientôt dimanche, bye bye. pour le replay. Ciao. À bientôt.